Pendant longtemps, on croyait que pour que les gens agissent, il faudrait les informer, qu'ils sont en déficit d'information. Et donc, si on pallie le déficit d'information, on résout le problème. Et on appelle ça le modèle du déficit informationnel. Il est faux. Non, c'est pas juste une question d'informer les gens. Il y a un concept très important qui s'appelle skin in the game, c'est-à-dire avoir sa peau dans le jeu. Quand tu as rien à perdre, tu peux plus facilement t'en foutre. Quand tu as des choses à perdre, tu vas activement lutter contre ça. Les feux qui deviennent maintenant assez récurrents en Californie, quand les stars hollywoodiennes, leurs villas ont commencé à flamber, et qu'on leur a dit c'est le réchauffement climatique, là, boum, Hollywood essaye d'être green. Moi, je pense que l'espèce humaine est une espèce qui est en guerre sur les récits. Si on arrive à faire dominer le récit de « on est dans la merde, il faut qu'on se bouge », on se bougerait. Mais le problème, c'est qu'il y a des récits en compétition en plus. Il y a les récits technosolutionnistes, il y a les récits qui disent les causes ne sont pas humaines. Comment est-ce qu'on crée des récits qui sont actionnables, qui vont avoir une projection dans le réel et qui peuvent fédérer pour qu'on puisse changer de comportement? Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle du cerveau et de la psychologie dans les questions climatiques. Régions inhabitables, effondrements agricoles ou pénurie d'eau, les scientifiques sont clairs, le dérèglement du climat menace l'humanité à moyen terme et pourtant les politiques climatiques sont encore extrêmement timides. D'où cette question, qu'est-ce qui explique notre inaction climatique ? Pour y répondre, nous recevons Albert Moukébert, docteur en neurosciences, psychologue clinicien et auteur de Neuromania. Bonjour Albert. Bonjour. Il y a un paradoxe quand on regarde ce que nous dit le GIEC, qui nous dit que 40 à 70% des baisses d'émissions potentielles sont liées à la demande, c'est-à-dire à des changements de comportement. Et il y a un sentiment paradoxal, c'est qu'à l'inverse, on voit que les changements de comportement sont très lents et qui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Comment expliquer qu'on n'arrive pas à changer aussi massivement nos comportements qu'il le faudrait ? En fait, quand on comprend comment fonctionne le comportement humain, c'est pas si étrange que ça, on va dire. C'est pas si paradoxal. Parce qu'on a une sorte de présupposé très fort qui laisse croire que nos comportements sont juste le fruit de la personne et de sa volonté. Alors que c'est pas le cas. On a un concept assez central pour notre question, on va dire, qui s'appelle le trou intention-action. C'est le moment, c'est le trou, le gap qui existe entre le moment où je déclare une intention et le moment où je passe à l'action. Et on le voit tous dans nos vies quotidiennes. On peut avoir des trous intention-action assez larges ou assez petits. Par exemple, une forme de trou intention-action qu'on connaît tous, c'est la procrastination. Mais on peut retrouver d'autres. Je dis, je veux arrêter de fumer, mais j'y arrive pas. Et donc, on réalise qu'il y a d'autres choses que les intentions ou la volonté. Dans le cas des comportements face au réchauffement climatique ou les comportements délétères pour le climat, il y a plein d'autres facteurs qui viennent maximiser ce trou intention-action, c'est-à-dire, oui, 60-70% viennent de la demande, mais en face, on voit de plus en plus de gens qui disent que c'est hyper important pour eux. Pour moi, c'est là que ça joue. C'est pas genre 70% viennent de la demande et les gens sont en train de dire on n'a rien à foutre. Ils sont là. Et donc on peut se demander ok, pourquoi si tout le monde, genre les citoyens, en tout cas une grande partie des citoyens aujourd'hui, un bon travail de pédagogie, on va dire, a été fait. Les citoyens le disent, même les entreprises disent on va aller green, machin. Le gouvernement le dit aussi, on organise des COP, on organise machin. Et en fait, c'est parce que on crée ce qu'on appelle des injonctions paradoxales. C'est-à-dire, d'un côté, on veut faire des trucs, mais de l'autre côté, on met absolument pas les moyens pour y arriver. L'exemple que je peux donner, que je donne souvent, c'est la clope. C'est-à-dire, la clope, on savait tous que fumer tue. On disait tous, c'est pas bien de fumer, genre second-hand smoking, je sais pas comment on dit en français, genre la fumée de seconde main, je sais pas comment on dit en français. Tabagisme passif. Tabagisme passif. Tout le monde était d'accord que c'est pas bien, mais on était encore en train de fumer en intérieur, jusqu'au moment où on a fait une loi, et le lendemain de la loi, comme par magie, boum, plus personne ne fumait en intérieur. On avait prédit à certaines personnes qui avaient prédit des émeutes, ça va être la fin du monde, le café clope le matin, comment les gens vont faire, et s'il pleut, quand ils vont faire les fumeurs s'il pleut, je sais pas si tu te souviens. Si, mais je me souviens parce que... C'était vraiment genre les journalistes, t'es dans une sorte de panique de comment est-ce que le citoyen débile presque va faire pour pas avoir sa clope, alors que le lundi la loi a été passée, il y a eu peut-être un incident sur tout le pays. C'est une systématisation. La loi n'est pas la seule systématisation. Il y a aussi
l'environnement dans lequel je me trouve. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de gens regardent quand ils veulent acheter un truc en plastique s'il y a du BPA. On a créé une sorte de signal qui est simple. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de villes où les gens mangent moins de viande parce qu'il y a de plus en plus de cantines ou de restos véganes qui ouvrent. C'est-à-dire, il y a, et c'est très bien décrit aussi dans les rapports du GIEC, il y a quelque chose qui est très important qu'on appelle les conditions facilitatrices. En anglais, le mot technique, s'il y a des gens qui veulent chercher, ça s'appelle enabling conditions. Il y a des conditions qui peuvent faciliter certains comportements et des conditions qui peuvent retarder. Par exemple, si Apple continue à produire 4 iPhones par an, hein, c'est une condition qui n'est pas facilitatrice pour réduire l'envie, pour réduire le risque, pour réduire, on peut appeler ça le mot qu'on veut, que des gens se disent j'ai envie d'acheter le dernier iPhone. C'est très difficile de coordonner le comportement de millions et des milliards d'humains pour aller persuader chacun que non, tu n'as pas besoin d'un nouveau téléphone. Alors que si on peut persuader Tim Cook, le PDG de Apple, écoute Tim, genre ton iPhone, si tu le sors une fois chaque 2 ans, franchement, genre, c'est pas si grave, eh ben ça va percoler dans le système. C'est-à-dire un système, notre société est plutôt hiérarchique. On peut dire autant qu'on veut que non, machin, mais elle est hiérarchique. Il y a des sortes de nodes sur lesquels si je peux agir, les choses iront beaucoup plus vite. Et on a déjà relevé des défis comme ça. Quand on a interdit les CFC dans les déodorants, ben, on a réussi à réparer le trou dans la couche d'ozone. Là, Elon Musk est en train de le pourrir à nouveau, mais on a eu une accalmie où on a réussi. Mais ça doit être des leviers qui agissent sur l'environnement, sur la législation, sur l'accès. On appelle ça la friction. Si moi, pour aller manger local, je dois faire 5 stations de métro, alors que sous chez moi, il y a un resto ou un fast-food ou je sais pas quoi, et je suis en retard pour ma pause déjeuner, il y a que les gens les plus motivés qui vont faire cet effort supplémentaire. Et la majorité, la moyenne, on est tous dans la moyenne, eh ben on va se dire j'ai pas le temps, je vais juste descendre manger le kebab du coin ou le McDo ou je sais pas quoi. Donc ça veut dire qu'il y a une surresponsabilisation de l'individu. C'est aussi un phénomène qu'on observe, enfin le cas emblématique, c'est le recyclage, où ce qu'on appelle les metteurs sur le marché, les grandes entreprises qui mettent du plastique sur le marché, les grandes entreprises de distribution mettent beaucoup de packaging, de détritus sur le marché. Et en même temps, elles ont créé le recyclage pour dire, mais en fait, si en bas de chez vous c'est sale, c'est parce que Vous les avez individus sont sales. Oui, exactement. C'est-à-dire, je dis pas que l'individu n'a pas de responsabilité. C'est juste que le dosage a complètement basculé. Donc, on va se retrouver avec des supermarchés qui vont mettre des fruits découpés dans des bacs en plastique sur les rayons, en face de tout le monde. Moi, j'ai une fille. Je suis au supermarché. Elle voit les trucs, elle veut des fruits. Je vais lui dire non, c'est du plastique, le plastique c'est pas bien pour la planète, etc., etc. Mais il y a des jours, elle a hyper faim, j'ai pas de couteau, elle veut manger de la pastèque, elle voit les pastèques, je vais peut-être l'acheter. La manière la plus simple de faire serait que il n'y a pas cette option qui est une pastèque et elle le voit pas, moi je le vois pas. C'est un exemple anecdotique. Des gens vont peut-être qui nous regardent vont dire bah il a qu'à mieux éduquer sa fille. Peut-être, mais pourquoi pourquoi créer cette dissonance? Oui, peut-être que je devrais lui dire non, tu vas pas manger, tu vas prendre une banane et tu fermes ta gueule. Mais il y a des jours, on est fatigué, il y a le réel au final. On peut en théorie dire ce qu'on veut, machin. Ça veut pas dire que l'individu qui est en train d'acheter la pastèque qui est découpée, qui est mise dans un truc en plastique, n'a zéro responsabilité. Évidemment pas. Mais lui faire porter les 100% de la responsabilité et ne pas questionner toute la chaîne qui vient pour arriver à ce bac en plastique qui est sur cet étalage, qui est en lumière, qui est à hauteur de vue, qui est genre mise en avant parce qu'il rapporte beaucoup d'argent, parce que la pastèque, peut-être, elle coûte 2 euros, le petit bac, il va coûter 3 euros, alors qu'il y a dedans 10% de la pastèque. Donc, c'est win-win-win-win pour toute la chaîne. Et après, on dit, oui, c'est vous le problème. Et on voit ça dans plein de trucs. On va au concert ou n'importe quel endroit, c'est toute une chaîne de trucs. Il y a les pailles, les machins, les sacs et tout. Tu dis, ah, les sacs en plastique, oui, mais une personne qui fait ses courses, qui a oublié son sac à la maison, elle ne peut pas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les sacs en papier, et là, oh, miracle du monde, quasiment tout le monde prend des sacs en papier, il y a quasiment plus de sacs en plastique. On a des exemples de comment, plus on monte dans une source, plus ça percole mieux. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que l'individu n'est pas important. L'individu est important, déjà, il faut lui expliquer pour qu'il accepte. Mais un des plus gros fails, un des plus gros échecs
dans les sciences de l'environnement, c'était un modèle qu'on appelle le modèle du déficit informationnel. C'est-à-dire pendant longtemps, on croyait que pour que les gens agissent, il faudrait les informer. Ils sont en déficit d'information. Et donc, si on pallie le déficit d'information, eh ben, on résout le problème. Et donc, on a mis des milliards juste sur l'éducation, et c'est devenu une sorte de cas d'étude. On appelle ça le modèle du déficit informationnel. Il est faux. Non, c'est pas juste une question d'informer les gens. Informer les gens, c'est important, c'est utile, ça peut les aider dans l'acceptation, etc., etc., mais c'est absolument pas suffisant. C'est un peu comme si on était, enfin là, tu as pris l'exemple de la pastèque, mais on est abreuvé de pubs dans le métro pour aller pour 35 euros sur des îles au milieu de la Méditerranée. On est un peu comme si on était dans un magasin de bonbons et qu'on n'avait pas le droit de manger des Exactement. bonbons. Et on dit, ah bah c'est pourquoi tu as pris le bonbon? Genre, ok, il faudrait pas que je prenne le bonbon, mais toute la journée, vous me matraquez avec ça. Donc oui, à un moment, il pleut, il fait gris, je suis un peu déprimé, je sais pas, je viens de me faire larguer. Je marche dans le métro et je vois Paris-Ibiza à 40 euros. Je me dis, putain, c'est le prix de l'alcool que je suis en train de boire pour oublier ma rupture. Je vais aller à Ibiza. Et après, on va venir me dire, ah, mais c'est pas bien. C'est vraiment, ces injonctions paradoxales sont très problématiques. Et on retrouve, c'est-à-dire, on ne peut pas expliquer le comportement humain juste au niveau de l'individu. Il faut prendre le niveau individuel, le niveau interpersonnel et le niveau de l'environnement. On appelle ça la cognition incarnée. Nos comportements sont une sorte d'interaction permanente entre qu'est-ce qui se passe dans ma tête, mes idées, mes émotions, mes principes, mes croyances, mon idéologie. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que je suis en mauvaise santé? Est-ce que je suis valide ou pas? Etc. Et qu'est-ce qui se passe dans mon contexte? Est-ce que les normes sociales de ma ville me parlent du climat ou pas? Est-ce que je suis un tech bro en Californie qui prend son jet pour traverser la baie pour éviter les embouteillages? Est-ce que je suis un Texan qui, plus j'ai un camion gros et plus je suis en train de montrer que le réchauffement climatique, c'est pour les woke. Euh, ou bien est-ce que j'habite à Grenoble où je suis très fier que ma municipalité a interdit la publicité dans l'espace public. Donc, on ne peut pas comprendre un individu comme s'il est comme ça, isolé du monde. Et après, il y a des dynamiques systémiques. Il y a un chercheur qui s'appelle Eliezer Yudkowsky qui a identifié 3 dynamiques systémiques qui mènent à un effondrement catastrophique. Et malheureusement, dans le climat, il suffit d'une seule, on a les 3. La première, c'est si les personnes qui décident ne sont pas impactées par les conséquences de leurs décisions. Et ça, clairement, on l'a. C'est-à-dire que ce soit Tim Cook, que ce soit Elon Musk, que ce soit le président de la République, que ce soit machin, eux, c'est les derniers qui vont être impactés par le climat. Elon Musk, s'il fait trop chaud dans sa villa de Californie, il peut aller à sa maison à Miami. S'il fait trop chaud à Miami, il va en Afrique du Sud. S'il fait trop froid en Afrique du Sud, il peut aller à Paris. S'il fait pas assez cool pour lui à Paris. Donc lui, il n'a pas de raison de prendre des décisions qui vont le désavantager, parce qu'on le sait aujourd'hui que la meilleure chose à faire, c'est de ne pas produire. On peut appeler ça décroissance, on peut appeler ce qu'on veut. Vous pouvez lire Timothée Parix si vous voulez sur le sujet. Donc le premier, les gens qui décident n'ont pas vraiment de motivation de prendre la bonne décision. C'est un peu comme, je sais pas, le ministre de la Santé peut fermer des lits parce que lui, il sait qu'il va trouver un lit pour lui et sa famille. Le ministre de l'Éducation, il peut fermer des classes parce que de toute façon, ses enfants sont probablement dans le privé. La deuxième dynamique, c'est ce qu'on appelle les informations asymétriques. C'est-à-dire on n'a pas tous et toutes les mêmes informations. Les chercheurs sur les sciences du climat nous alertent sur le problème depuis les années 60. Ça a vraiment commencé à percoler dans Les 70, 60, vraiment. 70. Ouais. On a même des trucs de l'Antiquité, de gens qui se disent est-ce qu'on n'est pas en train de faire de la merde? Mais on peut dire 70, on peut dire même 80. Ça a mis genre 25, 30 ans pour que ça percole dans le système, alors qu'on aurait pu imaginer des lieux publics différents. Et le dernier, c'est ce qu'on a vu un peu avec la clope, c'est quand dans un système, on connaît tous la solution, mais on n'arrive pas à l'appliquer parce qu'il faudrait une sorte de coordination comme par magie. C'est-à-dire, il y a des tensions de diffusion de la responsabilité, de responsabilité partagée, qui font qu'il y a une inertie systémique, parce que, imagine que moi, je peux aller voir Tim Cook, pour reprendre l'exemple, et je lui dis, écoute, tu vas produire moins d'iPhone, on va faire un iPhone par chaque 2 ans, pour pas trop le brusquer, et on va dire, oui, mais Samsung, eux, ils vont continuer à en faire. Donc moi, je vais louper chaque année, les gens vont basculer sur Samsung, et moi, je vais perdre beaucoup d'argent, donc je peux pas le faire. Ça devient une sorte de hold-up texan. Yudkowsky dit
Tout le monde est d'accord qu'il faudrait produire moins. Et si on avait une sorte de personne supernaturelle qui peut venir et faire pic et coordonne tout le monde se décide que demain à 9h du matin, tous les pays décident que demain à 9h du matin, on va tous réduire notre PIB de 20% de telle manière à ce que on soit pas, personne ne bouffe personne, ce serait plus simple. Mais on n'a pas ces mécanismes de coordination. Et donc on retrouve ces trois, les décideurs qui ne sont pas particulièrement impactés, voire qui s'en foutent, voire ça peut même les désavantager, ils vont perdre de l'argent, et c'est très important pour eux apparemment, on ne peut jamais en avoir assez. Les informations asymétriques qui circulent pas assez bien, les fake news, la désinformation, les machins, oui, mais la dernière fois, je parle beaucoup sur des tangentes, mais la dernière fois, j'ai vu Eric Schmidt qui est sur le board de Google. On disait genre l'IA, mais l'IA, c'est un drame écologique. Et je sais pas si tu as vu, mais c'était vraiment genre, c'est de la folie cette vidéo. En fait, il faut que je la poste parce que j'en parle à tout le monde et j'ai l'impression que personne ne l'a vu. Et il dit, oui, vous avez raison, en fait, l'IA, c'est une sorte de catastrophe écologique, mais l'écologie, de toute façon, c'est foutu. Et donc, si on laisse l'IA tourner à pleine puissance, peut-être que l'IA va trouver la solution pour nous. Et du coup, c'est comme payer beaucoup pour gagner encore plus. C'est une sorte de folie, donc la technosolutionnisme, tout ça. C'est marrant, ça fait penser à un des scénarios du GIEC, le SSP5. Donc on met tout le développement sur les énergies fossiles, mais il y a un retour de bâton intéressant, c'est que la démographie chute et donc voilà, bref, voilà, c'est un parallèle qui me semblait intéressant. Oui, mais tu vois, la démographie chute chez des personnes qui, eux, ont le moins. Alors je sais pas, faudrait regarder dans le détail. Ok, on regardera, je suis quasiment sûr. En tout cas, ça nous mène à 4 ou 5 degrés de réchauffement climatique, voilà. donc c'est vraiment pas On va bien réduire la démographie. Tu as dit plein de choses. Une des choses qui est intéressante, c'est effectivement quand on lit Jared Diamond dans son livre Effondrement, même s'il a été beaucoup critiqué, il montre que dans les dynamiques d'effondrement, il y a un des facteurs qui est prépondérant, c'est justement cet aveuglement des élites. C'est un sentiment que tu partages Je ne pense pas que c'est de l'aveuglement. Vraiment, je pense qu'il y a un concept très important qui s'appelle skin in the game. C'est-à-dire avoir sa peau dans le jeu. C'est quand tu as rien à perdre, tu peux plus facilement t'en foutre. Quand tu as des choses à perdre, tu vas activement lutter contre ça. C'est-à-dire les élites, s'il faut les appeler comme ça, ont, eux, personnellement ou leurs proches, très peu à gagner et beaucoup à perdre. Jeff Bezos, si on lui dit « je dois moins livrer de colis », il va perdre de l'argent et il gagne quoi? Lui, le réchauffement climatique, il peut s'en protéger pendant très longtemps. C'est ça le drame, en fait. Ça le drame, pour moi, dans la question climatique, c'est que les gens qui vont être le plus impactés par des dérèglements climatiques sont les gens qui ont le moins de responsabilités dans le dérèglement du climat. C'est vraiment ça l'injustice profonde. C'est-à-dire, je sais pas, des pêcheurs en Indonésie vont ne plus pouvoir pêcher à cause de l'acidification des océans ou de la hausse des températures, alors qu'eux, ils n'ont jamais entendu parler de réchauffement climatique et leur empreinte carbone est quasiment nulle. Alors que Elon Musk, qui a fait péter la troposphère, l'ionosphère, ou la troposphère, je ne sais plus, quand sa big rocket a explosé en plein vol, il a fait un trou, je pense que c'était l'ionosphère, et ses satellites, et son Starlink, et tous ces délires astrocapitalistes. Lui, il contribue plus que n'importe quel humain sur Terre, probablement, même s'il est content avec sa Tesla, machin, et lui, il va probablement pas tellement être gêné par ce qui va se passer et ce qui est en train de se passer. C'est pas Elon Musk qui a péri dans les inondations à Valence il y a quelques semaines. C'est pas Jeff Bezos, c'est pas Emmanuel Macron, c'est pas Xi, le président chinois, c'est pas Poutine, c'est pas les gens qui contribuent le plus au réchauffement climatique ont pas de motivation pour faire quelque chose contre le réchauffement climatique. Je vais me faire quand même l'avocat du diable. Moi, je suis frappé, et c'est vraiment quelque chose que je pense profondément, c'est que les gens ne sont pas forcément des monstres. Je pense à Patrick Pouyanné. Je me dis, c'est quelqu'un d'objectivement intelligent, ou sur certains critères, voilà, il a fait Polytechnique, etc. Il ne peut pas ignorer la question du changement climatique, et pourtant, il ne change pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se raconte des histoires, ça veut dire que... Rationalise. En gros, on appelle ça... Et juste pour revenir sur ce que tu disais, je dis pas que ces gens, c'est des monstres.
Si moi j'étais à leur place, peut-être que j'aurais été pareil. On a tous relativement un appareillage cognitif relativement similaire. On appelle ça la dissonance cognitive. Donc la dissonance cognitive, c'est quelque chose de très important dans la psychologie humaine, c'est quand tu es face à une contradiction. Soit entre une idée et une autre idée, une idée à un comportement ou deux comportements. Pour t'expliquer de cette manière très simple, on va reprendre la clope. Après, on reviendra. Donc, je fume et je veux pas mourir. Et je sais que fumer tue. Je suis en dissonance cognitive. Quand tu es en dissonance cognitive, tu as trois manières de retrouver ta consonance. Et tu es obligé de retrouver ta consonance. Tu n'as pas le choix. Et tu as trois portes. Soit tu changes ton comportement. Donc, tu es en train de fumer et tu veux pas mourir. Tu es en dissonance. Pour retrouver ta consonance, tu changes ton comportement, tu arrêtes de fumer. Tu arrêtes de fumer, plus de dissonance. Soit tu changes ta croyance sur un des deux comportements. Donc, soit tu te dis, je m'en fous de mourir, ce qui va être un peu compliqué si tu veux pas mourir. Soit tu te dis, la clope ne tue pas. Dans ce cas-là, la clope ne tue pas, on m'a menti, c'est le lobby de la santé et Big Pharma, je sais pas qui tu veux, mais la clope ne tue pas, c'est exagéré, c'est pas si grave que ça, arrêtez de me faire chier. Et tu retrouves ta consonance. Soit tu changes le sens de la croyance. Si tu te dis, oui, je vais mourir, mais je vais perdre 5 ans de ma vie pour le plaisir que je vais avoir sur les 40 ans où je suis fumeur, c'est un prix que j'accepte de payer. Tu rationalises le truc. Tu te dis, bon, on va tous mourir, de toute façon, le sucre nous tue, le sel nous tue, manger de la viande nous tue, le réchauffement climatique va nous tuer. Perdu pour perdu, boum, je fais ma blague. Je fume ma clope. C'est un peu la même chose sur le réchauffement climatique. C'est-à-dire, moi, je suis une élite, comme tu dis, et je suis pas un monstre. Je veux maximiser mes gains, je veux que mes boîtes tournent, machin. Et en même temps, je me dis que le réchauffement climatique, c'est important. J'ai trois choix. C'est tout le temps les mêmes portes. Soit je change de comportement. Donc, je me dis, on va sinon tous mourir, il faut que je change mon comportement. Donc, je vais produire moins, je vais faire ce qu'il faut. Ou bien, je change ma croyance. Je me dis, oui, bon, le réchauffement climatique, c'est important, mais c'est pas si grave. Les cycles de la Terre ont toujours été comme ça. Je suis d'accord que ça existe, mais c'est pas les humains qui le créent, et c'est pas ma petite boîte à moi qui est en train de faire la différence. Qu'on commence avec les agriculteurs, qu'on commence avec la Chine, qui est en train de faire tout et n'importe quoi, alors que nous, quand je regarde mes chiffres dans ma boîte, je suis en train de produire moins de CO2, donc je fais partie des good guys quelque part, machin. Soit je change le sens. Je me dis, le réchauffement climatique existe, c'est très grave, mais j'ai besoin d'investir, j'ai besoin de faire ça pour que je puisse trouver une solution. Et donc, oui, je suis en train de faire de la merde, mais c'est un petit prix à payer pour une grande récompense. Je vais trouver la solution. C'est ce qu'on voit dans le discours, par exemple, d'Eric Schmidt chez Google. C'est ce qu'on voit avec Elon Musk, qui ne dit pas ça n'existe pas, qui dit moi avec Tesla, moi avec SolarCity, moi avec tout ça, moi je suis en train de faire du mieux que je peux. Et en plus de ça, moi je suis le seul qui a un plan B. Si ça foire, moi avec SpaceX, je vais rendre possible la colonisation d'autres planètes. Et donc, il retrouve sa consonance. C'est pas quand on pense aux élites, et merci pour cette question, ça me permet de clarifier. C'est pas genre ils sont assis, ils disent ah 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 ah, moi je vais être protégé, qu'ils aillent crever tous ces enflures et avec un chat et qu'ils machin comme dans Inspecteur Gadget. Non, ils sont là, ils sont en train de réduire leur dissonance cognitive, chacun à sa sauce. Soit en disant ça n'existe pas, soit en disant ça existe et moi je suis en train d'essayer de contribuer à résoudre la solution, soit en diffusant la responsabilité, en disant oui ok mais il y a les autres industries qui font plus, donc pourquoi est-ce qu'on veut commencer par moi, qu'eux ils commencent et moi je les suis avec grand plaisir. Soit ils rationalisent d'une autre manière. Genre, ça a toujours existé. Nous, humains, on est tellement arrogants de croire qu'on peut changer le climat, alors que c'est les cycles de la Terre, machin. On reviendra, tu as parlé des normes sociales, il faudra qu'on l'aborde parce que c'est intéressant. Tu as parlé de la diffusion de la responsabilité, c'est capital pour comprendre ces sujets-là. Mais sur le technosolutionnisme, c'est quoi ? C'est une croyance, c'est une foi, c'est une sorte de biais d'optimisme. Comment on peut... C'est un biais d'optimisme, absolument, et c'est une autre manière de réduire la dissonance cognitive. C'est-à-dire de me dire, oui, il y a un problème qui a été créé par les choses qui ont aidé le plus à avancer l'espèce humaine, nos progrès technologiques. On va invoquer, encore une fois, notre cerveau est une sorte de conteur d'histoire. Donc, on va dire, avant, l'espérance de vie était nulle, tout le monde mourait, machin. Même le président voulait qu'on revive comme des Amish, machin, machin, machin. Donc, tout ce truc qui nous a apporté tellement de bien, en fait, il faut qu'on mette notre confiance dedans et qu'on fasse confiance au génie humain. On a déjà eu des problèmes
catastrophique face à l'espèce. Et à chaque fois, on a réussi à développer quelque chose qui va nous aider. Et c'est que les losers, défaitistes, qui pensent que c'est pas le cas. Oui, il y a une sorte de, je sais pas si ça existe, mais de biais rétrospectif. Ça veut dire que voilà, on a réussi à éradiquer telle ou telle maladie Ouais, dans le passé, ça a sauvé des millions de vies, ouais, donc on voit pas pourquoi on n'arriverait pas exactement. On à a régler le réussi. problème Je sais pas, moi, climatique. la dernière fois, j'étais avec un technosolutionniste qui m'a dit, je vais te raconter une histoire, Albert. Je dis, vas-y, raconte, j'adore vos histoires. Il dit, tu sais que New York a failli être enseveli sous la merde. Je dis, quoi? Tu vois, dans les années 1800, machin, il y avait trop de calèches dans New York, il y avait trop de chevaux qui faisaient caca partout, et ils savaient plus quoi faire avec la bouse des chevaux. Et donc, ça allait être enseveli dans la merde. Il y a des gens comme toi qui disaient, il faut qu'on ait moins de calèches, il faut qu'on fasse moins dans New York, limite, il faut qu'on quitte New York, parce que c'est pas viable, machin. Eh ben non, on a fait confiance au génie humain, on a découvert le moteur à vapeur, il y avait plus de chevaux, il y avait des voitures, le problème était résolu. Je me suis dit, ok, mais genre, j'adore ton histoire, je vais probablement la ressortir dans des situations parce qu'elle est drôle. Mais là, on n'a même pas un balbutiement de moteur. On a rien en fait. On n'a rien. On a des petites usines un peu pourries qui essayent de récapturer le CO2, qui font quasiment que dalle pour le moment. Et on va te dire, ouais, mais ça c'est la V1. Ah, la V10, une usine, ça va être genre 2 forêts amazoniennes. Je dis, oui, mais genre, quand on parle avec des gens qui s'y connaissent, ils disent, non, non, genre, c'est pas possible pour le moment. C'est des parties par million dans l'air. Oui, voilà. Et c'est intéressant parce que par ailleurs, même si effectivement ça a marché, et effectivement, parce qu'il y a eu la même problématique à Paris au 19e, ou la même problématique avec le charbon. C'est-à-dire que quand on a découvert le charbon au 19e, c'était un progrès écologique majeur parce que on a arrêté de couper des arbres, qui était le grand problème écologique à l'époque. Mais en fait, on voit qu'on transfère aussi les pollutions. Voilà, du crottin de cheval, on est passé au charbon. Et en même temps, ce faisant, on augmente aussi l'ampleur des pollutions. Oui, mais c'est pas par hasard que dans la majorité des livres de science-fiction, au centre de l'intrigue, il y a une source d'énergie infinie et propre. Parce que depuis longtemps, on rêve de ça. Mais il faut aussi se rendre à l'évidence qu'on n'est pas en train de trouver ça. On n'est pas en train de trouver ça. Après, si demain... Parce que souvent, quand on critique les technosolutionnistes, on passe pour des ludites ou pour des gens genre qui sont Les contre oiseaux de ça. mauvais augure, ouais. Oui, voilà. Mais si demain, moi, on découvre une nouvelle source d'énergie qui sauve tout le problème, je vais être le premier à être hyper content de ça. Mais en attendant, encore une fois, on n'a même pas vraiment des pistes viables. C'est-à-dire que ce soit le photovoltaïque, que ce soit l'éolien, que ce soit... La majorité des experts, et je ne suis pas du tout physicien, donc je suis en train de répéter ce que j'ai lu de personnes que je considère dignes de confiance et de sources assez variées. Elles sont tous et toutes en train de dire c'est pas viable. Genre, ça va contre les règles de l'univers. Et j'ai aucune raison de ne pas les croire, parce que ces gens, à chaque fois qu'ils ont dit des trucs, ils ont eu raison. Et donc, il faut accepter les règles de l'univers. Genre, si je saute par la fenêtre, il y a une chance non négligeable que je tombe et que je m'écrase. Je ne veux pas me dire peut-être que je vais flotter. Qui sait? Il ne faut pas être un oiseau de mauvaise augure. Et donc, j'ai juste pas envie de faire splouch, parce que le mec me dit non, t'inquiète pas, je vais t'attraper. Justement, là-dessus, il y a quelque chose qui est intéressant. Il y a des études qui ont été reprises dans le dernier rapport du GIEC qui montrent des cartes qui, à plus 4 degrés, montrent que 76% de la population mondiale vivrait dans des zones où le corps humain dépasserait un seuil létal. C'est-à-dire que si on sort plus de 20 jours par an, on risque de mourir de chaud. Ça ne veut pas dire que dès qu'on sort dehors, on meurt de chaud. Mais en gros, ça veut dire qu'il y a une bonne partie de la Terre qui devient inhabitable à plus 4 degrés. À chaque fois qu'on sort ce type d'argument, et puis on peut le décliner à l'envi, à chaque fois on est rangé dans la catégorie des oiseaux de mauvais augure. Il y a un hiatus entre l'ampleur du problème et la perception qu'on en a aujourd'hui, parce que on pollue beaucoup, on émet beaucoup de CO2, et en même temps on n'en ressent pas les effets. Ça, c'est un des freins aussi sur Oui, la le fait manière de changer. que si dès que je recycle pas, j'ai un iceberg qui me tombe à la gueule, ça aurait été beaucoup plus rapide. Encore une fois, la clope, je pense que c'est vraiment le meilleur exemple. Parce que la clope, c'est vraiment un truc que je suis en train de m'auto-tuer. Donc le climat, on peut se dire, moi je m'en fous, genre, il y a des inondations à Valence, je suis pas à Valence, rien à foutre. Si je suis quelqu'un d'horrible. La clope, je suis en train de Si dès que tu tires de là sur une clope, tu as un cancer des poumons, tu aurais personne qui fume.
Il n'y a personne qui se dit je vais prendre un shot de curare. Parce que boum, dead. Le fait que ça soit tellement délayé dans le temps, que ça soit des sortes de tendances, que ça augmente, que c'est probabilistique, machin, eh ben, il y a encore des fumeurs. C'est en train de réduire, mais il y en a encore. Un peu la même chose avec le climat, c'est-à-dire on ne voit pas vraiment les effets, et surtout quand tu dis ces scénarios, quand tu dis si la Terre passe à 4 degrés, et après de 70% de la planète qui devient ininhabitable, je pense que c'est tellement absurde qu'on a du mal à le concevoir, et donc la dissonance cognitive fait que c'est plus simple de se dire non, c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Et d'ailleurs, il y a plein de gens que je connais qui sont hyper engagés, qui me disent Albert, il faut qu'on fasse rêver. On peut pas juste parler de choses négatives. La fameuse écologie punitive. Mais après, on voit les inondations. Et on dit ça, c'est ça la vraie punition. Nous, ce qu'on est en train de vous dire, c'est pas ça la punition. La punition va arriver dans le réel. Et donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est pas de ma faute. Nous, on est en train de vous dire que c'est ce qui va arriver. Et vous, vous dites, oui, mais ça fait pas rêver. Il faut donner de l'espoir aux gens. Bah, il y a pas, il y en a pas. Vous voulez que vous voulez que je trouve de l'espoir où? Genre, je mens. Les données semblent nous montrer ça, et les modèles jusque-là ont été quand même assez fiables. Du coup, on n'a pas vraiment de raison de faire ça. Mais je pense que c'est tellement inimaginable que c'est plus simple de procrastiner le truc. C'est-à-dire que, enfin, moi, c'est aussi, bon, j'interviewe beaucoup de scientifiques et la conclusion à laquelle j'arrive, c'est qu'en fait, on sait des choses, mais on n'y croit pas. On ne croit pas Oui, on n'y croit pas. au savoir Ouais. aujourd'hui. On n'y croit pas. Mais c'est pas au savoir. Enfin, On n'y croit pas. On ne croit pas au scénario. On ne croit pas que c'est vraiment quelque chose qui peut se produire. C'est tellement énorme qu'on n'a pas envie d'y croire. C'était un peu comme la bombe atomique. On ne peut pas croire qu'on pourrait l'utiliser. Et puis on l'a utilisé. Et après, c'était une sorte de what the fuck. Mais quand tu lis Oppenheimer, quand tu lis, j'ai oublié son nom, le mec qui a fait la bombe à hydrogène, etc., ils ont flippé leur race. Oppenheimer, il ne voulait absolument plus en produire. Quand on lui a dit on va faire une bombe encore plus grande, la bombe à hydrogène, il a fait des mains et des pieds pour juste empêcher que ça soit créé. Il a dit la première fois, peut-être qu'on ne savait pas. Mais maintenant, on sait. Vous voulez faire une bombe où il n'y a plus rien. Où il n'y a plus rien. C'est pas, on ne peut pas faire ça, quoi. Et je pense que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, on ne l'a pas vu, donc on n'a pas envie d'y croire. Et le danger, la différence de la bombe atomique, c'est que la bombe atomique, on l'a vu, on a été obligé d'y croire. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts, évidemment, mais ça a créé cet effet de... Et la bombe atomique, c'est plus facile à faire marche arrière. On dit, ok, on va pas appuyer sur le bouton. Jusqu'à là, ça tient. Le climat, si on va attendre de voir la marche arrière, va être quasi impossible. Et donc, comment faire voir quelque chose qui est, par essence, inimaginable? Oui, il y a aussi, encore une fois, le biais rétrospectif n'existe pas à ma connaissance, mais on est nourri aussi de toute cette littérature du passé, ce qu'on appelle l'eschatologie, donc tout ce discours sur la fin du monde qui existe depuis les Gaulois, le ciel va nous tomber sur la tête, la religion judéo-chrétienne, l'Apocalypse, etc. Tout le monde a eu à un moment donné dans l'histoire un discours sur l'Apocalypse. Et il y a plein de gens qui se réfugient derrière ça en disant mais on l'a toujours dit dans l'histoire et c'est jamais arrivé, donc ça n'arrivera pas non plus. Il y a cette forme d'incrédulité aussi, nourrie par l'histoire, des idées. Euh, déjà, quand la fin du monde arrive, c'est que c'est game over. Genre, dans les religions monothéistes, que ce soit la religion chrétienne, juive ou musulmane, c'est un peu la fin du jeu. Le jugement dernier, c'est quand c'est le dernier. Donc, par définition, il ne peut pas arriver. Euh, Par contre, oui, il y a eu. En fait, je rapprocherais plus ça, moins au truc de religion et plus aux sectes de fin du monde, euh, au changement technologique où on dit on va jamais survivre, on va pas pouvoir machin et on survit. Et donc, oui, il y a ce biais clairement de. À chaque fois, on nous annonce une catastrophe et à chaque fois, on s'en sort. La différence, c'est que
Ça va être compliqué d'un point de vue épistémologique, etc., parce que c'est une hiérarchisation, mais elle est nécessaire. Ce qui est la différence, c'est que maintenant, c'est plus basé, on va dire, sur des données, sur des modèles prédictifs, sur une assise épistémologique un peu plus forte que les 4 chevaliers vont descendre du ciel sur leur chariot et ramener toutes les âmes qui sont mortes, qui attendent dans la salle d'attente pour juger tout le monde et voir qui va aller au paradis, qui va aller en enfer. C'est-à-dire, c'est un tout petit peu moins fantaisiste, on va dire, sans me moquer des croyances de personne. Chacun a le droit d'avoir ses croyances, mais euh, Et pourtant, on fait une équivalence quand même. oui, on fait une équivalence alors qu'elle a aucun lien, aucune raison d'être. Mais surtout, sur le réchauffement climatique, on voit des choses déjà se produire. C'est-à-dire, je pense en fait, un des grands problèmes avec la lutte contre le réchauffement climatique, c'est que on annonce, et on dit tout le temps ça va venir, ça va venir, ça va venir. Et ça ne vient pas. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de dire ça va venir et qu'on explique que c'est déjà là. Parce que, on va pas se mentir, les gens qui parlent de réchauffement climatique, c'est souvent déjà des gens dans le monde occidental, souvent des citadins dans des grandes villes, qui sont eux aussi les derniers à avoir le réchauffement climatique. C'est-à-dire, tout à l'heure, je parlais de Mosque ou de Bolloré ou de machin, qu'eux, ils sont protégés. Mais les Parisiens aussi, on va pas se mentir. Moi, si j'étais pas intéressé par le sujet, je vis à Paris. Oui, ok, l'hiver est un peu plus doux, ou l'hiver est un peu plus long, ou il pleut un peu moins, ou il pleut un peu plus, mais il n'y a rien de. Alors que si. Tant qu'il fait pas 50 degrés, c'est un Tant peu qu'il tout fait pas 50 degrés, qui est possible aujourd'hui à Paris. oui, c'est genre. Mais le réchauffement climatique est déjà là pour des millions de personnes qui ont vu leur cours d'eau sécher. On a la solastalgie, des gens qui sont déprimés parce qu'ils ont perdu des lieux qui leur étaient chers à cause du réchauffement climatique, des coraux morts, des oiseaux qui chantent plus, des arbres qui sont morts, une biosphère qui a disparu, des animaux qu'on voit plus aujourd'hui. Je pense les hérissons, je sais pas si c'est à cause du réchauffement climatique, mais genre il y a 50% de la biosphère qui a quasiment disparu, etc. Pour eux, le réchauffement climatique est déjà là. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour rapprocher les citadins de la nature pour qu'ils prennent conscience qu'on n'est pas en train de parler de trucs qui sont dans le futur. Le futur, c'est un peu la fin du chemin. Mais ce qui s'est passé à Valence, ce qui s'est passé en France il y a quelques années, les feux qui deviennent maintenant assez récurrents en Californie, qui était un des moteurs principaux de pourquoi il y a des stars hollywoodiennes qui soudainement se sont engagées face au climat, qui expliquent pourquoi les studios hollywoodiens maintenant recyclent leurs décors, alors qu'ils ne faisaient jamais ça avant, pour réduire leur empreinte, c'est quand ils ont été touchés dans leur chair, skin in the game. Quand les stars hollywoodiennes, leurs villas ont commencé à flamber, beaucoup plus que d'habitude, et qu'on leur a dit bah, c'est le réchauffement climatique, là, boum, Hollywood essaye d'être green. Le problème, c'est que c'est un jeu très dangereux. Si on veut attendre que ça soit vraiment la merde pour tout le monde pour commencer à agir, eh ben, l'action sera tellement plus compliquée à mettre en place. Toi, tu parlais de solastalgie, d'éco-anxiété, tu es psychologue clinicien, c'est quelque chose que tu vois concrètement, quel genre de profil tu es surreprésenté par cette question-là? Enfin, est-ce que tu peux nous décrire ce que Ouais, tu bien vois au sûr. Donc quotidien? déjà, il faut séparer. On parle souvent de solastalgie et d'éco-anxiété comme c'est la même chose, mais c'est deux choses qui sont différentes. La solastalgie, c'est plus, comme je disais, une sorte de trouble de l'humeur, de dépression, donc vers le passé, de perte d'un endroit qui nous est important à cause du réchauffement climatique, un lieu d'enfance, un lac, des oiseaux, de la biosphère, etc. L'éco-anxiété, c'est plus une inquiétude tournée vers le futur de qu'est-ce qui va se passer avec le réchauffement climatique. Pour la solastalgie, c'est vraiment quand même un trouble de l'humeur, donc la prise en charge. Et les profils sont très variés, c'est des gens qui ont vécu dans des endroits qui... On le voit moins. Ce qu'on voit beaucoup plus souvent, c'est vraiment l'éco-anxiété. Et l'éco-anxiété, déjà, le mot est mal choisi. Parce qu'une anxiété, par définition, c'est une peur excessive d'un danger qui n'est pas si grave. Alors qu'on est d'accord que le danger est assez important, et donc le mot anxiété est mal choisi. On le garde, je pense, par inertie systémique. Mais ce qui est problématique avec l'éco-anxiété, parce qu'on pourrait imaginer qu'une personne qui est anxieuse, c'est bien, c'est que ça devient complètement envahissant. C'est-à-dire la personne est bouffée, elle ne peut plus prendre plaisir dans rien du tout. Elle ne peut pas aller voir un film, elle ne pense qu'à ça toute la journée. Et c'est injuste qu'un individu porte toute cette responsabilité. Surtout qu'au bout du chemin, on retrouve de l'épuisement.
Et on perd des forces vives qui sont très sensibles à ces questions. Parce que pour être éco-anxieux, il faut être sensible à la question, sinon on ne peut pas être éco-anxieux. Sur les profils, soit on voit des jeunes qui ont étudié ça à l'école et du coup qui flippent parce que c'est leur futur. Donc, parfois même assez jeunes, 9-10 ans, 20-21 ans. Soit on voit beaucoup des activistes qui ont une éco-anxiété qui est mélangée avec ce qu'on appelle de l'impuissance acquise, c'est-à-dire elles ont œuvré, elles voient que les autres ne suivent pas, elles sont hyper anxieuses par la situation, elles mettent beaucoup d'énergie, donc ça impacte aussi les dissonances cognitives, ça ne bouge pas et elles s'effondrent. Il y a un épuisement, soit un épuisement qui fait qu'elles se barrent, soit un épuisement qui fait qu'elles se sentent comme de la merde ou qu'elles sont en crise, euh, soit des parents qui sont inquiets pour leurs enfants. Donc soit des gens activistes un peu, soit des jeunes qui ont vu ça souvent à l'école ou sur YouTube, etc., et qui arrivent à gérer, soit des parents qui sont inquiets pour leurs enfants. Dans les trois cas, on ne va jamais délégitimiser l'anxiété. On ne va pas aller dire non, mais ton anxiété est excessive. On va soit essayer de canaliser l'anxiété en action, rejoindre des assos, faire des formations, voilà. Soit voir comment on peut comportementaliser, c'est-à-dire que la personne puisse retrouver un semblant de normalité tout en gardant son engagement. Mais c'est pas que elle perde ses potes parce qu'elle ne parle que de ça, elle se retrouve en isolement social, donc encore plus de ressentiment envers la société, je déteste les gens, etc., etc., etc. Justement, tu disais, c'est une des grandes questions, comment on transforme cette anxiété en action. Il y a l'université de Californie a fait un cours carrément pour essayer de transformer ça. Euh, Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'on sait si ça marche ou pas? C'est efficace pour réduire l'éco-anxiété dans le sens où on est des animaux sociaux. Avoir une communauté de gens qui pensent comme nous, ça aide. Est-ce que c'est efficace pour faire avancer le schmilblick? Bah, tout dépend de où est-ce que se trouve cette association, quels sont leurs leviers. Est-ce que c'est une association qui va réussir à convaincre la mairie de leur ville à changer, ou est-ce que c'est une association qui va passer sa journée à aller ramasser du plastique parce que les touristes sont en train de balancer leurs bouteilles? Le constat dramatique sur ce point, c'est que notre marge de manœuvre n'est pas si grande. On peut se dire que si, et à plusieurs, si on s'y met, on fait tous notre dentifrice solide, on va changer le truc. Non. Je ne sais pas comment le dire différemment. On n'a pas tous et toutes les mêmes marges de manœuvre. Encore une fois, c'est des structures hiérarchiques. Et plus on monte dans le système, plus c'est facile de faire propager des changements comportementaux. Mais on n'a pas d'autre choix en même temps. Genre, en attendant que les élites, les puissants, tu peux les appeler comme tu veux, décident de changer, nous, on est obligé de mettre la pression. Donc, même si c'est pas hyper efficace dans le monde réel, au moins pour la personne, ça aide. Et à terme, de toute façon, c'est ça qui va être le plus efficace. C'est-à-dire, même si une personne change, c'est déjà très bien, pas assez, mais c'est très bien. Et plus on peut fédérer, plus on peut monter, plus on peut avoir un impact. Tu parlais des normes sociales tout à l'heure en prenant l'exemple des Texans ou des Parisiens, en fonction de la norme sociale dans laquelle on évolue, on n'a forcément pas les mêmes opinions. Est-ce que du coup, enfin moi j'ai longtemps vu la morale comme un outil assez délétère qui voulait conserver une forme de tradition, voire qui était un outil assez réactionnaire. Est-ce que la morale peut pas être au contraire une vertu pour que les comportements se conforment aux impératifs écologiques qui vont Si, avec? bien sûr. Je sais pas pourquoi la morale peut être parfois réactionnaire, parce qu'il y a souvent derrière la morale une forme de puritanisme, mais il y a des cadres moraux hyper progressistes, pas du tout réactionnaires, etc. Et bien sûr que la morale peut jouer un rôle. Mais après, encore une fois, c'est une sorte de matrice avec des tonnes de facteurs. Et il y a ce facteur qui, pour moi, est une sorte de l'éléphant dans la pièce. C'est que, et je me répète un peu, mais pour moi, c'est vraiment un truc hyper important. Les gens qui doivent prendre des décisions qui pourraient avoir le plus d'impact sont systémiquement motivés à ne pas les prendre. Parce qu'il faut qu'ils se tirent des balles dans leurs propres pieds. Et pour moi, c'est ça le nœud du problème. C'est-à-dire, soit il faut qu'on les oblige par la loi, soit on peut les faire sentir hyper coupables, peut-être par des trucs moraux, shaming, machin, machin, mais
À un moment, il faut qu'on trouve une manière de faire basculer la balance où, pour eux, le coût cognitif de se tirer une balle dans leur propre pied devient inférieur au coût cognitif de ne pas le faire et de continuer comme ils sont en train de faire maintenant. Pour moi, toutes les méthodes sont bonnes pour y arriver. La morale, la pression populaire, le boycott, tout est acceptable. Peut-être pas aller, je sais pas, les tabasser. La violence, c'est pas une bonne chose, mais il faut trouver une manière. On n'a pas abordé la notion de commun, mais c'est des gens qui sont en train d'utiliser les communs comme s'ils leur appartiennent. J'ai assez remonté contre Elon Musk, pas pour ses postures politiques, on pourrait aussi, mais je suis un grand amateur d'astronomie, et ce mec a décidé tout seul, dans son coin, qu'il va pourrir le ciel étoilé pour tout le monde. Ce qu'il a décidé tout seul, qu'on veut tous avoir des satellites qui peuvent nous envoyer Internet où qu'on soit. Peut-être que c'est une bonne chose, mais il faut qu'ils prennent notre avis. Genre, c'est notre espace à tous. Qui a décidé qu'un Américain d'origine sud-africaine, je ne sais même pas s'il est américain, mais qui habite aux États-Unis en tout cas, peut, je vais utiliser un mot pas bien, mais je vois pas d'autre mot, peut niquer le ciel étoilé pour tout le monde. Qui lui a donné cette autorisation? C'est Quand on y pense comme ça devient vraiment pour qui tu te prends quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un biais de conformité aussi qui est efficace? C'est-à-dire que, bah, je vais prendre 2 exemples, qui ont rien à voir, mais parfois, moi, je me sens comme, l'espèce d'empêcheur de tourner en rond quand au milieu de, mes amis, je vais à une raclette et que je mange pas de jambon, je me sens mal parce que tout le monde me pousse à le faire. À l'inverse, enfin, si c'est l'inverse qui se passe, si, ça devient complètement, ringard, enfin, je me souviens d'un exemple, par exemple, je me suis dit un jour: «Ça devient ringard d'aller, passer des vacances en Thaïlande». Je sais pas pourquoi je me suis dit ça, mais je me suis dit que du coup les comportements pouvaient changer et à quelque endroit de socialisation qu'on soit. C'est-à-dire que si au sein des grands patrons ça devient ringard de faire telle ou telle action, peut-être que les comportements pourraient Oui, mais changer. c'est ça le but. C'est-à-dire pour moi, la masse, son but, c'est de... Ce que les normes sociales sont influencées par l'individu et les normes sociales influencent l'individu. C'est des boucles de rétrocontrôle. Notre espèce fonctionne pas du tout en boucle de causalité linéaire. C'est pas A cause B, B cause C, C cause D. C'est A cause B, B cause C, C a une rétroaction sur A, C a une rétroaction sur B, B a une rétroaction sur A, et tout part dans tous les sens. Donc les normes sociales, c'est pas juste on les subit, on les façonne aussi. Donc effectivement, je sais pas, aujourd'hui, dans plein d'endroits où je vais, si un mec fait une blague sexiste à une meuf, la majorité des gens le regardent et le font sentir hyper mal. C'est pas encore assez, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'aller faire des confs où un mec va dire, tu as vu, elle, je sais pas, sa jupe, et je vais le regarder et lui dire non. Genre, non. Non. Il va se sentir hyper mal et du coup ça va augmenter les chances que la fois d'après il va pas se le dire, peut-être que intérieurement il va se dire putain Albert il sait pas rigoler, mais je m'en fous. Et donc oui, là aujourd'hui tu vas dans un resto, dans des endroits sensibilisés à la question, et il y a quelqu'un autour de la table qui dit moi je mange pas de viande. C'est Moi j'ai des groupes d'amis où les gens vont le regarder de manière admirative, vont dire j'aimerais bien être comme lui. Mais le problème avec ça, qui est le problème principal dans l'histoire, c'est que c'est une course contre la montre. C'est-à-dire si le réchauffement climatique, on avait un siècle, je dirais oui, on peut prendre le temps de déployer ces manières pour que les grands patrons se sentent mal. De la même manière que, je sais pas, je vais prendre un exemple sordide, mais on faisait des blagues sur la pédophilie, genre hou hi hi, dans les années 60, 70, tout le monde était là à parler de oui, machin. Et là, aujourd'hui, c'est assez clair que c'est pas drôle, c'est un crime et qu'on va probablement te poursuivre en justice si tu blagues de coucher avec des enfants à la télé. Et ça a mis, je sais pas, 2000 ans pour qu'on considère que les enfants, c'est des humains qu'il faut respecter et qui ont leurs droits aussi. Pour le réchauffement climatique, on est dans une course. C'est-à-dire, est-ce que j'aurai le temps de déployer ces nouvelles normes, de fédérer pour que ça soit souhaitable d'être végétarien ou vegan, pour que ça soit
une sorte de honte de faire des blagues sexistes, que ce soit une honte de dire moi j'ai acheté un billet pour faire le tour du monde parce que j'ai envie d'aller voir partout, et que au contraire quand tu dis bah moi en fait je fais mes vacances dans le Gers parce que je fais attention à mon empreinte climatique, et les gens se disent ah ouais putain super, tu sais quoi, si tu as de bonnes adresses moi je veux le faire aussi. C'est une course, et la course pour le moment on est en train de la perdre. Il y a un autre sujet qui a un peu rien à voir, mais il y a dans le cerveau un striatum, donc une zone qui nous envoie de la dopamine, l'hormone du plaisir. Chaque fois qu'on a un rapport sexuel, qu'on grimpe, voilà, qu'on mange, qu'on grimpe dans la hiérarchie sociale, et c'est une idée qui nous pousse à considérer qu'aujourd'hui, dans un monde d'opulence, ça nous pousse à consommer toujours plus et à détruire la planète. Je m'excuse auprès des auditeurs parce que j'ai lu ces thèses-là, n'ayant pas de compétences particulières en psychologie. J'ai interviewé un de ces auteurs, et j'ai dépublié l'interview parce que j'avais vu beaucoup de Critique. professionnels qui critiquaient Ouais. cette vision-là. Est-ce que toi tu partages cette Non, pas critique? du tout. Enfin, est-ce que tu peux nous dire Ouais. ce qu'il en est par J'ai rapport à... publié un livre sur ça qui s'appelle Neuromania, c'est le moment promo de l'interview, où il y a un chapitre sur est-ce que notre cerveau est anti-écolo, et c'est pas vrai du tout. Donc déjà, pour recorriger quelques trucs, le striatum est une structure du cerveau qui est impliquée dans des tonnes de trucs, pas juste dans le plaisir. Le striatum ne produit pas de dopamine. Le striatum en reçoit, mais il ne produit pas de dopamine. Donc le truc de dire le striatum va produire plus de dopamine pour nous donner du plaisir, c'est un non-sens. Le striatum est impliqué dans certains circuits de l'apprentissage, mais c'est pas du tout c'est pas la structure responsable du plaisir. Et on n'est pas sous le joug de notre striatum, et on n'a pas une sorte de guerre intérieure de lutter contre notre striatum. C'est Et juste, c'est pas complètement faux ce qui est écrit, c'est juste une sursimplification. c'est une surextrapolation à partir de données très partielles, et il y a de fortes chances que ce soit faux. Est-ce que le striatum est impliqué dans des circuits de la récompense? Sans doute. Mais le striatum est aussi impliqué dans la sensation de Schadenfreude, quand on sent, quand on est content parce qu'il arrive un malheur à quelqu'un d'autre. Le striatum est impliqué dans d'autres décisions cognitives, impliqué dans les réseaux émotionnels positifs, impliqué dans les réseaux émotionnels négatifs, impliqué dans la régulation de la température, impliqué dans la régulation de la digestion, impliqué dans des tonnes de trucs. Il y a même un fil Twitter d'un mec qui était vraiment très vénère contre ces hypothèses du striatum et qui a fait une revue de la littérature de tous les papiers qui citent le striatum. Le striatum est impliqué dans quasiment tout et n'importe quoi. Tout, vraiment tout. Euh, et donc exclure le truc comme ça, c'est pas de la bonne manière de faire de la science. Et surtout, la majorité de ces études qui sont citées dans ces livres qui parlent du striatum comme une explication pourquoi on fait rien face au climat, c'est des études qui ont aucune validité écologique. C'est-à-dire, par exemple, on va dire ah le striatum s'active quand on fait un truc qui nous fait plaisir. Comment est-ce qu'on a découvert ça? On a mis quelqu'un dans une IRM allongé sur son dos dans un laboratoire, dans une machine qui fait bah 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 avec des aimants qui tournent. On lui a montré sur l'écran des choses et on lui a dit est-ce que c'est plaisant, est-ce que c'est pas plaisant, est-ce que c'est plaisant, est-ce que c'est pas plaisant. Puis on a vu quelles zones et quels réseaux cérébraux sont en train de s'activer. On a dit ah regarde le striatum s'active, donc c'est le striatum. Mais on n'en sait rien de ce qui se passe quand une personne bouffe une entrecôte dans un resto, si c'est du plaisir, si c'est de la culpabilité, ou qu'est-ce qui se passe dans son cerveau. Donc, on ne peut pas l'affirmer, parce que nos connaissances ne sont pas encore assez bonnes. Et deux, il y a un beaucoup plus gros problème dans cette hypothèse, c'est que tu as un striatum, tu te prives de certains plaisirs. Comment c'est possible? C'est-à-dire, quand on vient. Le problème avec l'hypothèse du striatum, c'est comme si, en creux, c'est en train de dire la nature humaine fait que on ne peut pas s'en empêcher. Mais quand on parle de nature humaine, c'est-à-dire personne ne peut s'en empêcher. Par exemple, la nature humaine fait qu'on ne peut pas voler avec notre propre organisme. S'il y a un humain sur Terre qui peut ouvrir une fenêtre et voler, cette hypothèse, elle tombe à l'eau. Et donc, c'est les dangers de la biologisation et de la naturalisation de comportements complexes, de réduction plutôt de comportements complexes. C'est que tu vas faire par un sorte de tour de passe-passe cognitif, faire passer quelque chose comme quelque chose qui est câblé biologiquement et donc qui est universel, alors qu'il ne l'est pas du tout. Tu as un striatum, tu résistes plein de choses. J'ai un striatum. La semaine passée, c'est pas pour genre me la péter, mais la semaine passée, il y avait un salon du livre à Brive-la-Gaillarde, et c'était le samedi, et dimanche, j'enregistrais une émission à la radio à Paris, donc je ne pouvais pas dormir sur place. Brive-la-Gaillarde, c'est
40 minutes d'avion, 4h30 de train. Je devais faire l'aller-retour en une journée. Et ben j'ai pris le train. Donc je suis tapé 9 heures de train en moins de 12 heures pour signer, je sais pas, allez, 40 livres et revenir. J'aurais pu prendre l'avion, partir tranquille chez moi, faire 45 minutes. 45 minutes, ça m'aurait fait genre 3 heures en tout, porte à porte. Je ne l'ai pas fait. Il est où mon striatum? Est-ce que j'ai pas de striatum? Qui a résisté à mon striatum? C'est-à-dire le danger de ce truc de dire on est câblé pour, ça, ça veut dire en creux que c'est pas possible de faire autrement. Et clairement, c'est possible. Donc le modèle est clairement au mieux sursimplificateur, au pire complètement fallacieux. Et donc pour moi, c'est vraiment pas que ce soit le striatum, le cortex orbitomédian, machin. Encore une fois, c'est une sorte de réductionnisme qui fait que on donne l'impression que nos comportements sont juste décidés par notre cerveau. Et on sait aujourd'hui que c'est pas le cas. C'est une interaction entre un cerveau, un corps et un environnement. Le striatum va peut-être avoir plus de récompenses quand je me prive d'un plaisir, parce que je sais que je suis en train de faire la bonne chose. Si le striatum fonctionnait comme ça, et je ne le pense pas du tout. Il y a un autre sujet qui est très intéressant, je trouve, c'est celui des émotions. Étymologiquement, les émotions, ça veut dire, émotion, ça veut dire se mettre en mouvement. Est-ce que les émotions, on les disqualifie souvent pour dire, voilà, faut qu'on soit rationnel pour régler le changement climatique. À quel point les émotions peuvent être intéressantes justement pour échafauder justement une sortie de crise. Deuxième moment promo, dans Neuromania, il y a un chapitre sur le lien entre émotion et raison, et là aussi, c'est une sorte... En fait, le problème avec la psychologie et les sciences cognitives plus largement, c'est qu'on s'est intéressé, on a eu des idées sur comment on fonctionne bien avant qu'on commence la discipline. Par exemple, l'opposition entre émotion et raison, on peut la trouver dans le Phèdre de Platon, dans l'Antiquité, les chevaux de la passion et les chevaux de la raison, et le cavalier qui doit gérer le chevaux des émotions pour pouvoir décider mieux. Et aujourd'hui, on a dépassé depuis longtemps, pas depuis longtemps, mais on a dépassé ce découpage. C'est-à-dire, une personne sans émotion ne devient pas une super décideuse. Elle devient complètement apathique et elle s'en fout. Si on a des personnes qui ont ce qu'on appelle une anédonie, c'est-à-dire elles n'ont pas vraiment d'émotion, quand on leur fait jouer des jeux de gain et de perte, elles s'en foutent. Elles ne deviennent pas de super joueuses qui veulent gagner, parce que nos émotions, c'est une sorte de retour du réel vers est-ce que ce que j'ai fait me va ou me va pas. Et donc, on a besoin. On ne peut pas décider sans émotion, en fait. Après, est-ce que les émotions ne peuvent pas impacter négativement la prise de décision? Absolument. Mais il y a des papiers aussi qui montrent que les émotions peuvent impacter positivement la prise de décision. Tout dépend de quelle émotion, dans quelle situation. J'ai besoin de sentir de l'empathie pour une personne à la rue pour me dire il faut que je fasse quelque chose contre le fait d'avoir des gens dans la rue. Et est-ce qu'il y a des émotions qui sont plus mobilisatrices que d'autres? On a souvent en tête que la peur inhibe, la colère, on ne sait pas trop. Non, ça dépend du contexte. La peur, elle inhibe parfois, mais la peur aussi, c'est la condition sine qua non pour derrière souvent avoir de l'anxiété et se mettre en mouvement pour avoir du fight et flight et éviter un danger. Si j'ai pas peur, je peux pas courir très vite. Hein. Moi, j'ai peur. Je vois, je sais pas, un lion et j'ai peur. Je vais courir infiniment plus vite que si je suis zen flex. Salut le lion, ça va? Écoute, je vais courir un peu. Est-ce que tu veux bien me suivre? Et la colère peut mettre dans l'action, mais il ne faut pas confondre l'action et le mouvement. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis en train de bouger que je suis dans l'action. La colère me met en mouvement, mais je suis en colère, je commence à bouger, je pète toute la pièce. Je suis pas sûr que c'est une action. C'est vraiment une sorte de diade, de triade même. Quelle pensée, avec quelle émotion, pour quel comportement. Parfois, une émotion peut être avantageuse, parfois une émotion peut être désavantageuse, parfois une cognition peut être avantageuse, parfois une cognition peut être désavantageuse, parfois un contexte peut être avantageux et un contexte peut être désavantageux. Il faut prendre en compte tout le temps ces trois facteurs. Que ce soit, et dans tout, même dans la persuasion, si on revient à Platon, il avait dit pour persuader quelqu'un, il y a trois techniques qu'on peut utiliser. Il y a le logos, la raison, donc montrer des statistiques, montrer des chiffres, machin, l'éthos, la réputation, je suis docteur en neurosciences, croyez-moi, machin, et le pathos, l'émotion. C'est inacceptable ce qui se passe, etc. Et Platon ne dit pas le pathos est moins acceptable que le logos ou l'éthos. Il dit les trois peuvent être valables et peuvent être pas valables. Je peux traficoter des graphiques.
changer les l'axe des ordonnées et te donner l'illusion qu'il y a un truc qui va hyper loin. Et on le voit parfois, il y a des gens qui montrent le changement des températures, ils mettent une échelle complètement énorme, et ils montrent que la ligne, elle varie à peine. Ils disent, bah, ouais, c'est ça le réchauffement climatique, genre le truc il est plat, il y a genre 1 micromètre qui a bougé. Et donc, les trois techniques sont valables et fallacieuses selon les situations. Je peux mentir avec le logos, je peux mentir avec l'éthos. On a vu plein de médecins qui ont dit n'importe quoi sur la vaccination, etc. pendant la pandémie. Et on peut aussi sur l'éthos. Je peux utiliser des émotions qui sont très légitimes, la compassion, la colère, etc. Et parfois, bah, émotionnellement, ça fait partir tout en sucette et le raisonnement va être meilleur. Oui, d'ailleurs, je pense à ça sur l'éthos parce que c'est un sujet qui est intéressant. Les lobbies souvent prennent des gens extrêmement brillants, y compris des prix Nobel, mais en les faisant parler de choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils utilisent l'effet blouse blanche, mais L'éthos. l'éthos. Et parfois, parler avec un climatologue, bah, c'est vraiment bien. Et dans ce cas-là, l'éthos est top. Je voulais juste, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai appris effectivement dans tes livres et en t'écoutant, c'est que on a tendance à voir cette dichotomie entre les émotions et la raison, les émotions, la pensée. euh, Alors qu'en fait, toi, tu dis, mais en fait, c'est une diade, c'est un couple. C'est-à-dire que on ressent des émotions en même temps D'avoir des pensées d'avoir des associées. pensées. Ouais, c'est tout le temps. Tu découvres que, je sais pas, ta copine ou ton copain te trompe, tu es pris d'une émotion de rage et tes pensées viennent valider ça, te dire ouais, tu aurais dû savoir, tu vois, la dernière fois quand elle est allée au cinéma, tu t'es douté que c'était pas au cinéma, machin, machin. Et après, tu vas changer cette diade, tu vas peut-être te raisonner ou tu vas te calmer émotionnellement. On a nos pensées, on a plusieurs ordres de pensées. On a notre métacognition, les pensées sur nos pensées. On essaye de se raisonner. On a des méta-émotions. On me dit, ça vaut pas le coup d'être aussi tendu. On va remplacer des dyades par d'autres dyades. Il peut y avoir des contradictions parfois entre une émotion et une pensée. C'est quand même assez rare. La majorité du temps, elles fonctionnent de pair. C'est quelle émotion avec quelle pensée versus quelle émotion avec quelle pensée. Je trouve que c'est très intéressant pour un peu changer notre regard là-dessus sur les émotions. Sur la question des récits, est-ce que enfin, quelle place ont les récits justement dans l'engagement humain et dans la capacité qu'on aurait à sortir de la crise Moi, je climatique? pense que l'espèce humaine est une espèce qui est en guerre sur les récits qui se racontent. On ne peut pas ne pas se raconter de récits. Il y a Lionel Nakache qui a écrit un livre qui s'appelle L'éloge de la discrétion, où il explique comment on met en récit des mouvements et des moments épars. Notre vie est un récit. Moi, on n'a pas, ni moi, ni toi, ni personne. On a une conscience de tous les jours de notre existence. Mais on accepte qu'on existe depuis qu'on est né. C'est un récit. Je ne sais pas où j'étais le 22 septembre 2003. Je sais que j'étais en vie. Je l'accepte, mais j'ai pas de preuves pour ça. Je mets en récit ma vie. Donc il y a les récits individuels et il y a les récits de groupe. Quels sont les récits qui dominent? Si on arrive à faire dominer le récit de on est dans la merde, il faut qu'on se bouge, bah on se bougerait. Mais le problème, c'est qu'il y a des récits en compétition en plus. Il y a les récits technosolutionnistes, il y a les récits qui disent c'est pas les causes ne sont pas humaines. Il y a des récits qui disent mais non, ça n'existe pas, c'est juste un complot de je sais pas quoi, etc. Et c'est une guerre de récits. Comment est-ce qu'on crée des récits qui sont actionnables, qui vont avoir une projection dans le réel et qui peuvent fédérer pour qu'on puisse changer de comportement groupal. Est-ce qu'il y a des pistes? Est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent intéressantes? Bah, des tonnes. Les livres, les films, les histoires, les partis politiques, les groupes, les associations, tout ça, c'est des récits à différentes échelles. La question, c'est comment est-ce soit on multiplie les récits pour pouvoir adhérer le maximum de gens, soit de trouver un récit fédérateur pour tout le monde. Mais les récits sont aussi contextuels, c'est-à-dire le récit doit parler de ma vie. Si j'entends un récit sur la fonte des icebergs et moi j'habite à Paris, mais s'il y a la crue de la Seine qui monte et qui inonde le premier, deuxième, troisième, quatrième arrondissement, là, le récit va me parler plus. C'est-à-dire il faut que le récit soit adapté au vécu des personnes à qui on raconte ce récit. Je vais prendre une tarte à la crème, c'est une citation de Gandhi qui dit l'exemplarité n'est pas une manière d'influencer les autres, c'est la seule. Est-ce que on a besoin de symboles, de figures comme ça pour cristalliser ces récits? Et est-ce que c'est nécessaire de passer par cette case-là? J'ai envie de dire non.
mais historiquement, ça semble être le cas. Historiquement, souvent, il faut qu'il y ait une sorte de personne. Je déteste la personnification des idées, je déteste la personnification du savoir. Je trouve que c'est une des plus grosses stars de notre truc. Mais, quelque part, ça semble être quelque chose qui existe dans la majorité des mouvements sociaux, des mouvements de changement de société. Euh, alors, après, est-ce que ces figures doivent être exemplaires? Absolument pas. Euh, Au contraire, plus tu es mis sur un piédestal et puis plus on va être permissif avec toi. Non, mais c'est-à-dire exemplaire dans le sens concordant entre ce qu'on prône et ce qu'on fait. Oui, c'est ce que je dis. Oui. Non, ça va juste influencer les gens les plus extrêmes, mais en général, on va être assez permissif avec toi et te trouver des excuses. Alors, j'avais pas prévu de parler de politique, etc., mais il y avait Jordan Bardella à la télé avant-hier, je sais pas si tu as vu, et il disait que lui, en tant que président du Front National, euh, si un candidat a un casier judiciaire, c'est non. Il ne le présenterait plus jamais. Et il n'avait pas, je pense, calculé assez bien son coup dans sa tête, parce que le journaliste lui dit hop, 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 hop. Donc si Marine Le Pen est condamnée, elle ne peut pas se présenter. Et là, il se décompose, parce que la dissonance cognitive était en live. C'est vraiment un moment assez impressionnant de politique, je pense que de psychologie. Je pense que je vais le montrer à mes étudiants. Parce qu'on peut voir la dissonance cognitive monter. Et parce que c'est Marine Le Pen, évidemment qu'il ne peut pas dire oui. Et donc l'exemplarité, bah, on veut souvent que les autres soient plus exemplaires que nous. Mais oui, pour revenir à la question, ça peut aider. Après, je pense que c'est pas une bonne idée. Genre, il faut qu'on trouve. Pour moi, un de mes combats personnels, c'est comment est-ce que je trouve une manière de fédérer sans personnifier l'idée. Et peut-être d'en avoir plusieurs, j'en sais rien, mais on a besoin de porteurs de messages, bien sûr. Albert Bouk-Kébert, un grand merci d'être venu Merci. au Green Letter Club. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. À bientôt.